Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. Venez tous, s'il vous plaît. Monsieur Martin Pradel, Maître Martin Pradel. Allez-y, Maître. Honorables assesseurs, messieurs les juges, je me tiens devant vous aujourd'hui avec une émotion profonde et une voix quelque peu cassée par l'importance du moment. Je me tiens devant vous avec émotion pour des raisons personnelles, car cette affaire est de celles qui consument ceux qui y participent. Avec émotion, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, car voilà 14 années que je me tiens avec mes confrères aux côtés des victimes. Disons-le, c'est une part très importante de toute ma vie professionnelle. J'étais encore bien jeune, Monsieur le Président, quand cette affaire a débuté, et depuis, ma barbe a bien blanchi. Je me tiens devant vous avec humilité aussi, car je sais combien les événements du 28 septembre 2009, survenus au stade de Conakry, ont marqué la Guinée de manière indélébile. Au nom des victimes des tragiques événements du 28 septembre 2009, avec mes confrères, nous plaidons que ces événements dont la brutalité et la violence ont choqué, ont laissé des blessures profondes, tant physiques que psychologiques, chez des centaines de victimes et dans leurs familles. La blessure, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, la blessure à réparer est immense. Je parle de blessure à l'échelle du pays, car je sais combien la Guinée tout entière a été meurtrie par ces crimes qui, disons-le, à certains égards sont incompréhensibles, par ces crimes d'une ampleur et d'une violence inouïe dans le pays. Je parle de blessures pour les hommes, les femmes et les enfants de la région ouest-africaine qui ont, eux aussi, ressenti la douleur et la honte de ces violences. Je parle de blessures à l'échelle de notre humanité, car cette violence s'est déchaînée d'une telle manière contre des civils sans défense, des hommes, des femmes, des très jeunes et des vieux, qu'elle a meurtri bien au-delà des balles reçues en plein cœur, bien au-delà des viols commis à l'arme blanche, à ciel ouvert, bien au-delà du cas de ces familles qui s'interrogent chaque jour, Monsieur le Président, messieurs, sur le sort de leurs disparus depuis 14 années chaque jour. La gravité des faits, l'importance de notre tâche, l'attente de justice me font me tenir devant vous avec humilité, en humanité. Nous sommes réunis ici pour évoquer les actes odieux qui ont été perpétrés ce jour-là. Des meurtres, des viols,
des tortures, des violences, des pillages, des actes qui ont été commis de manière généralisée et systématique, constituant ainsi des crimes contre l'humanité. Notre objectif est clair, démontrer la responsabilité des accusés dans ces crimes et vous demander, Monsieur le Président, Messieurs, de rendre justice aux victimes afin que de tels actes ne se reproduisent jamais. Nous voulons que les responsables soient tenus de rendre des comptes. On me dit qu'un proverbe africain nous enseigne que la vérité est comme le baobab, une seule paire de bras ne peut l'embrasser. Mon confrère Gilbert Camara me disait que c'était peut-être même un proverbe baga. Ce proverbe, il nous dit une chose essentielle. C'est que la quête de justice nécessite de la patience, du temps et les efforts conjugués de toutes et de tous. Et cette affaire en est l'illustration. Parce que les avocats ont été nombreux pour soutenir les victimes depuis le premier jour et sans défaillir depuis 14 années. Il faut saluer mon confrère Hamidou Bari. Il faut saluer mon confrère Alpha Amadou Desba. Il faut saluer ma consoeur Alimatou Camara. Il faut les saluer toutes et tous. Je ne les nomme pas tous, mais ils étaient là, à soutenir les plus pauvres d'entre nous, les plus meurtris, ceux qui avaient tout perdu, même leur dignité, depuis 14 années. Il a fallu des juges d'instruction, je le dis avec émotion comme avocat, des juges d'instruction qui ont fait un travail long et difficile dans des conditions matérielles souvent dégradées, au mépris du danger, parce que, disons-le, c'était dangereux. Il faut saluer ces magistrats de l'instruction qui n'ont jamais failli, même s'ils n'ont pas toujours été très bien soutenus. Et vous m'avez compris. Nous savons la réalité du terrain. Nous, avocats, nous savons la réalité du terrain pour les magistrats de Guinée. Pas seulement de Guinée, mais en Guinée, en l'occurrence, c'était le cas. Ils ont fait leur travail de magistrat en restant loyal et droit, avec un courage qui restera marqué dans ma mémoire comme un exemple flamboyant du meilleur de ce que peut donner la Guinée, envers et contre toutes les difficultés. Et puis il y a votre tribunal, Monsieur le Président, messieurs. Il y a votre tribunal depuis 19 mois. Votre tribunal est constitué, il est mobilisé. La défense, je la salue. Elle est présente avec courage. Je pense que ce n'est pas tous les jours difficile, ce n'est pas tous les jours facile non plus. Puis il y a les parties civiles. Alors les parties civiles aujourd'hui, institutionnellement, elles sont soutenues, mais elles ont espoir. Elles ont espoir, et puis il y a la rue, il y a le monde qui retient, disons-le, sa respiration. Les faits qui vous sont exposés depuis le début de ce procès sont soutenus par des témoignages accablants et des preuves irréfutables, Monsieur le Président, messieurs. Tour à tour, depuis avant-hier, nous autres avocats de la partie civile abordons le contexte politique de l'époque, les détails des événements du 28 septembre, les responsabilités individuelles des accusés et enfin la nécessité de requalifier ces faits en crimes contre l'humanité, comme l'a demandé le parquet. Peut-être sortons-nous un peu de notre rôle de seule partie civile. Mais Monsieur le Président, messieurs, pardonnez-nous. 14 années que les victimes attendent que des responsabilités individuelles soient déduites de cette affaire. Bien sûr, nous sortons de notre rôle en allant pointer des responsabilités individuelles alors que c'est certainement le rôle du parquet, bien sûr. Mais nous devons le faire. C'est ce qu'attendent de nous les parties civiles. Et il est impératif pour nous que justice soit rendue pour ces victimes, pour leur offrir une reconnaissance des souffrances endurées
et pour réaffirmer le principe fondamental selon lequel toutes ces atrocités ne resteront jamais impunies. En rendant justice aux victimes du 28 septembre 2009, Monsieur le Président, Messieurs, nous envoyons un message fort. Les droits des citoyens, même les plus faibles, seront protégés et les auteurs des crimes les plus graves seront tenus pour responsables de ces actes. Et pour parvenir à achever ce message, il va vous falloir condamner au terme de votre verdict. Tout a été dit, Monsieur le Président. Comme vous l'a dit mon confrère Drissa Traoré avec grande éloquence à l'instant, tout a été dit et on ne veut pas abîmer. Et moi aussi, j'avais prévu d'être bien plus long que je ne le serai. Non pas seulement parce que ma voix ne me portera pas suffisamment loin, mais parce que je pense qu'il faut que ma parole soit utile. Je vais abréger mon propos. Abréger mon propos peut-être pour vous faire part de mon ressenti sur ce qu'est cette affaire et vous parler peut-être un peu plus des victimes. Cette affaire, c'est une affaire qui intervient dans un contexte. Ce contexte, vous le connaissez. C'est le contexte d'un pays qui est plein d'espoir. Plein d'espoir à mesure que le temps passe depuis l'indépendance. À chaque mouvement, la population pense qu'elle va pouvoir s'exprimer, pense qu'elle va pouvoir être représentée. Il faut un deuxième président pour qu'on parle enfin de multipartisme, et puis un multipartisme qui s'exprime bien mal finalement. Et puis une histoire, mais je n'entrerai évidemment pas dans les détails, une histoire qui est une histoire égrenée de souffrances et de meurtrissures qui ne sont jamais réparées. L'espoir, cela vous a été dit, et je pense que ce ne sera pas contesté par le principal intéressé, l'espoir est immense quand Moussa Dadis Camara prend le pouvoir. Il est immense. Les uns et les autres se reconnaissent dans ce projet, qui est un projet annoncé comme étant profondément démocratique. Un projet qui est celui de la parole donnée au peuple. Un projet qui est celui d'un refus précisément de la violence. D'une parole donnée au peuple dans un scrutin dans lequel celui qui a pris le pouvoir simplement ne se présenterait pas parce qu'il serait l'ordonnateur de cette prise de parole pour le peuple. Monsieur le Président, je crois devoir dire qu'il me paraît que la déception a été à la hauteur de l'espoir suscité. Et c'est la raison pour laquelle les Guinéennes et les Guinéens ont trouvé qu'il était possible, à ce moment-là, de dire qu'ils n'étaient pas d'accord quand les promesses qui avaient été données étaient annoncées comme n'étant plus susceptibles d'être respectées. On doit en parler, Monsieur le Président, parce que c'est le fondement de cette protestation. C'est la raison pour laquelle tous ces hommes et toutes ces femmes vont vers le stade ce jour-là, pour rappeler à la conscience de ceux qui dirigent au CNDD qu'ils ont fait des promesses et qu'ils sont attendus par l'histoire du pays, qu'enfin on voudrait pouvoir s'exprimer. Regardez les images. Moi, je suis peut-être l'un des seuls de cette salle avec mon confrère Traoré à n'avoir pas été à Conakry ce jour-là. Je suis obligé de m'en référer aux images. Regardez les images. Il y a deux choses importantes dans ces images. Avant les coups de feu, il y a quelque chose qui tient de la colère, bien sûr. Il y a de la colère dans ces familles, parce que ce sont des familles, Monsieur le Président, messieurs, qui vont au stade. Il y a quelque chose qui tient de la colère. On nous a menti. On nous a fait une promesse il n'y a pas un an, et déjà on nous dit qu'elle ne sera pas respectée. Il y a de la colère. Mais il y a aussi un peu de la joie, étrangement. De la joie. Moi, je vois ces images, je vois des chants.
Je vois des gens qui se dirigent vers le stade presque en dansant à certains égards. Et je m'interroge, à quel moment a-t-on pensé qu'une foule d'hommes et de femmes en tenue de tous les jours, à quel moment a-t-on pensé qu'il y avait là la moindre menace? Quand le projet de l'altérité, quand le projet politique devient la menace, alors effectivement, nous ne sommes pas dans quelque chose qui ressemble à la parole qui avait été donnée à ce peuple. Finalement, on peut comprendre cette foule. Cette foule, c'est une personne, toute sa vie, qui a été mal aimée, violentée, à qui on n'a jamais donné la parole. C'est cette personne qui est au fond du village, et elle est méprisée, cette personne. Et puis un jour, on lui tend la main, et on lui dit « Tu es importante, toi aussi ». C'est ce que le peuple a ressenti. Je suis importante, peut-être moi aussi. Moi, peuple guinéen, on va peut-être enfin me donner la parole. Moi qui n'ai jamais eu la parole, moi qui n'ai jamais eu la possibilité de m'exprimer dans toute ma sensibilité, dans mes convictions politiques, au-delà des carcans dans lesquels on m'assigne, je vais enfin pouvoir avoir cette vie politique à laquelle j'aspire. Et puis soudain, on lui rappelle à cette personne qu'en fait, c'est beaucoup trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué de lui donner la parole. C'est beaucoup trop compliqué de lui donner la parole. Et donc, elle se dirige vers le stade, dans la confusion, parce que je crois que dans l'esprit de chacun, il n'est pas très clair de savoir si oui ou non cette manifestation est autorisée véritablement. On va prétexter que c'est un jour chômé, on cherche à l'empêcher d'une façon ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, c'est une foule importante qui se dirige vers le stade et elle n'est pas belliqueuse, quoi qu'on en dise, cette foule. Alors on la nasse un peu, certainement qu'il y a à ce moment-là des slogans, il y a des choses désagréables à entendre, mais quand on est au pouvoir, et ça vous a été dit à l'instant, le pouvoir était total à ce moment-là. Qu'avons-nous à craindre de quelques slogans si le projet est effectivement d'organiser une élection? Cette foule se dirige vers le stade et c'est le drame. C'est le drame parce que des instructions sont données pour que l'affront, et on parle vraiment de cela, que l'affront soit lavé. Il y avait quelque chose dans cette manifestation qui tenait de l'affront. Moi aussi, j'ai vu ces vidéos du chef de l'État de l'époque, le capitaine-président Moussa Dadis Camara. J'ai vu la conception qu'il a de lui-même. Fallait-il lui parler les yeux dans les yeux, lui dire la vérité et avec force? Certainement pas, Monsieur le Président. Baisser les yeux avec humilité, montrer crainte et déférence, c'était cela qu'il attendait. Et ce peuple-là qui se rebelle, qui sont-ils? À tous les coups, ils sont pauvres en plus. Et puis, ils sont guinéens. Et puis, ce ne sont pas mes partisans. Je ne peux pas laisser passer cet affront. Monsieur le Président, je n'ai pas la clé. Je comprends que les répressions de mouvements politiques peuvent dégénérer. Je viens d'un pays qui a connu cela aussi et qui n'a aucune leçon à donner. Mais je n'ai pas la clé sur les viols, Monsieur le Président. Je ne les comprends pas. À quel moment? À quel moment y a-t-il quoi que ce soit de la répression politique à violer ces femmes? Y a-t-il quoi que ce soit de politique
à leur donner la leçon en les perforant à coups de dague dans le bas du ventre, en les honnissant d'injures, avant de les violer, Monsieur le Président, messieurs, avant de les violer à l'arme blanche. Y a-t-il quoi que ce soit qui puisse être compris dans cette affaire? Bien sûr, il y a les tortures. Bien sûr, il y a les pillages. C'est quelque chose qui a déjà été vu dans l'histoire du pays. Mais ces viols, on s'en prend à nos filles. On s'en prend, Monsieur le Président, à nos mères. On s'en prend à nos sœurs. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Incompréhensible pour la Guinée, incompréhensible pour la région, incompréhensible pour l'Afrique entière, incompréhensible pour notre humanité, incompréhensible. Moi, je comprends parfaitement que personne ici ne veuille prendre la responsabilité de cela. Ils étaient aux commandes. C'est ainsi que les choses se sont passées. C'est indubitable. Indubitable. Le monde entier a été choqué. Le monde entier a été meurtri. Mais plutôt que de tenir compte de la gravité de l'instant, qu'est-ce qui a été entrepris? Il a été entrepris de tout faire pour étouffer tout cela. Feu et contre-feu. Commission nationale d'enquête pour démonétiser la Commission internationale d'enquête. On parle de la Cour pénale internationale parce que c'est suffisamment grave pour que la Cour pénale internationale puisse être envisagée. Alors, on saisit la justice guinéenne. Monsieur le Président, cela n'est pas très flatteur, ce que je vais vous dire. Mais on ne saisit pas la justice guinéenne pour qu'elle réussisse. Elle réussira. Mais on ne la saisit pas pour qu'elle aille au bout. On ne la saisit pas pour qu'elle fasse toute la vérité. Elle n'est pas saisie. On ne la saisit pas pour que tout ce qui a été dit dans le cadre de ce procès soit dit. Clairement pas. Clairement pas. Celui qui règne à ce moment-là n'a pas du tout dans l'idée de cela. Il a plutôt, je le pense, c'est ma conviction, Monsieur le Président, messieurs, il a plutôt dans l'idée que comme la saisine de la Cour pénale internationale est nécessairement subsidiaire, on met en avant la procédure pénale guinéenne pour dire qu'il est inutile de saisir la justice internationale. Voilà la réalité des choses. On n'est pas dans une recherche de justice. On est dans une recherche d'impunité en saisissant la justice. Évidemment, c'est parfaitement paradoxal, mais c'est très réaliste. Parce que, de mémoire de Guinéens, tous les crimes qui ont été commis par le passé de cette ampleur, tous les crimes ont été impunis. Il n'y a jamais eu de procès pour aucune de toutes ces victimes qu'a connu l'histoire de la Guinée. Et toutes vos familles en savent quelque chose. Donc le pari, à ce moment-là, ce n'est pas le pari d'une justice qui va réussir. D'une certaine façon, on peut le dire, la magistrature guinéenne, c'est un petit peu le maître mot d'Hemingway. C'est parce que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Vous l'avez fait, Monsieur le Président, messieurs, pas vous tout seul, mais l'institution que vous incarnez. Le parquet, le siège, vous avez tenu bon. Mais au mois de février 2010, disons-le, c'était improbable. C'était improbable, mais c'était sans compter sur la VIPA. C'était sans compter sur des femmes comme Asmaou Diallo, qui est là,
presque tous les jours depuis ce procès, et puis avant cela, à chaque étape de cette affaire, elle et toutes ses équipes. Radieuse et courageuse. C'était sans compter sur la FADIS, qui n'est pas représentée dans cette audience, mais que je mentionne, l'association des familles et amis des disparus, parce qu'il y a des disparus, je le répète. C'était sans compter sur l'OGDH et sur la FIDH, Avipa, OGDH, FIDH, que j'ai le grand honneur de représenter aussi devant vous. C'était sans compter sur la pugnacité de Tierno Mahadjousso, Tadoul Gadiri Diallo et aujourd'hui Souleymane Ba, leurs présidents successifs. C'était sans compter sur cela. Il faut le dire, moi je suis arrivé à Conakry, je l'ai dit, j'étais jeune. J'ai demandé où était le palais de justice et mon confrère Hamidou Bari m'a dit « Les juges ne sont pas au palais de justice ». Monsieur le Président, vous vous en souvenez peut-être, les juges n'étaient pas au palais de justice. Ils étaient à la Villa 32, sur l'île de Kaloum. Ils étaient là-bas, pas loin d'ici, mais pas au palais. Pourquoi c'était important que les juges ne soient pas au palais? C'était important parce que les victimes n'allaient pas se présenter à eux si les juges n'étaient pas au palais. Donc nous sommes allés voir les juges d'instruction avec mes confrères, conscients de la peur des victimes d'avoir à aller dans cette ville-là, qui était bien gardée du reste. Les juges, disons-le, n'étaient pas particulièrement rassurés par cette garde très rapprochée. Les victimes n'étaient pas du tout rassurées, pour ne pas dire qu'elles étaient parfaitement effrayées à l'idée de se présenter aux juges. Et les juges de nous dire, on a un problème, les victimes ne viennent pas nous voir. Un jour, la conséquence sera tirée de ce que, comme aucune victime ne vient nous voir, il n'y a donc pas de victime. Voilà ce que nous ont dit les juges. Et donc avec mes confrères, avec la FIDH, avec l'OGDH, avec l'Avipa, nous avons résolu deux choses. Et c'était important. Et je dois le dire devant vous, parce que je sais qu'au terme de votre délibéré, vous allez devoir vous pencher sur la question de la recevabilité des personnes que sont l'Avipa, l'OGDH et la FIDH. Nous avons décidé deux choses. La première, c'est que nous allions constituer partie civile ces organisations. Ces organisations, elles ne sont pas susceptibles d'être intimidées. On ne pourra pas les faire taire. On ne tue pas l'OGDH. On ne tue pas l'Avipa. On peut s'en prendre à ses membres, peut-être si on est suffisamment fou. Et cette affaire est une affaire de folie à certains égards. Mais on ne tuera pas ni l'OGDH, ni l'Avipa, ni la FADIS, ni la FIDH. Et puis nous avons décidé de constituer non pas une, mais 50 parties civiles le même jour, pour qu'il devienne parfaitement illusoire de s'en prendre à une seule d'entre elles. Parce que vous vous en prenez à une seule d'entre elles, il en reste encore 49. Ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Il nous a fallu aussi une presse libre en Guinée pour en parler, pour qu'il devienne parfaitement inutile, voire contre-productif, de s'en prendre à ces victimes qui réclamaient alors justice. Parce que le projet initial était, en saisissant la justice guinéenne, qu'on bloquerait le processus de justice. Nous avons dit, il faut que cette affaire soit une affaire guinéenne qui soit jugée par un tribunal guinéen. Et ça a été, Monsieur le Président, messieurs, notre combat. D'une certaine façon, vous êtes notre combat. Dans mon parcours, Monsieur le Président, dans cette affaire, j'ai été profondément marqué par la dignité des victimes. Par la dignité des victimes qui, au-delà de tout, au-delà de la pauvreté de leurs moyens, parfois de leur éducation,
comprenait parfaitement ce que c'est que la justice. Et en dépit du fait qu'en Guinée, personne n'y croyait trop, avait une idée très exacte de ce que pourrait être une justice. Très exacte. Même ceux qui n'y sont jamais confrontés, même ceux qui n'y ont jamais eu droit, savent exactement ce qu'est une bonne justice. Une bonne justice, c'est une justice qui sait punir. Monsieur le Président, messieurs, vous y êtes invités, je pense, par le parquet. Et c'est une justice qui répare. Au cours de mes séjours, Monsieur le Président, messieurs, en Guinée, et ils ont été nombreux depuis 14 années, à la faveur de cette affaire, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et parce que j'ai défendu des gens qui parfois étaient très simples, parfois j'ai rencontré des gens très éduqués mais qui avaient aussi tout perdu et qui du coup se trouvaient dans une pauvreté très extrême. J'ai rencontré du ministre au porteur d'eau des gens qui me tenaient un seul et même discours. Quand on parlait de la Guinée, on me disait « Le problème de la Guinée, c'est l'impunité ». Et beaucoup m'ont dit à l'époque que j'étais fou moi-même d'y croire. Un jour, j'ai fait la promesse à Asmaou Diallo que je continuerai à revenir en Guinée jusqu'à ce qu'il y ait un procès. Je crois avoir tenu promesse. Chaque étape a été difficile. Même si c'était impossible, chaque étape a été difficile. Il a fallu exiger du ministère de la Justice qu'il réintègre les juges d'instruction dans un palais de justice. Il a fallu dire que les moyens qui étaient offerts à ces juges étaient indigents, qu'ils ne pouvaient pas gérer une affaire de cette ampleur. Il y avait des centaines de victimes à faire entendre. Il leur fallait des moyens spécifiques. Ils n'avaient pas de sécurité. Il a fallu parler de leur sécurité. Et puis, le temps passe, et au bout de 14 années, un procès. Vous en êtes, Monsieur le Président, l'acteur principal, si j'ose dire, disons, celui qui tient les clés de la baraque. Depuis 19 mois, ce procès est un miroir que la Guinée s'est efforcée de tenir fortement pour se regarder en face. C'est dur. C'est très difficile de se regarder dans un miroir, Monsieur le Président, messieurs. C'est très difficile. Mais il y a un procès. Et quand on a su qu'il y aurait un procès, Monsieur le Président, messieurs, on s'est dit, avec mes confrères de la partie civile, que ça y est, peut-être en Guinée, la peur va-t-elle changer de camp? Peut-être enfin pourra-t-on manifester en se disant qu'on ne va pas se faire trucider au coin de la rue? Peut-être enfin la peur va-t-elle changer de camp? Nous voulons que l'autorité retienne son point quand elle est remise en cause. C'est ce que nous attendions pour la Guinée. Et oui, c'est difficile de se regarder dans un miroir. Oui, c'est difficile. Et certainement que c'est difficile pour les accusés. Certainement même que c'est cruel. À tel point même qu'on cherche à s'évader à un moment donné. On n'assume pas aujourd'hui, on dit qu'on a été enlevé. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Mais n'empêche que voilà. C'est de cela dont il s'agit. C'est un procès difficile, mais nous irons au bout. La responsabilité des accusés, Monsieur le Président, je l'ai dit, je n'élaborerai pas et je tiendrai parole. Ce que je retiens simplement, c'est qu'ils n'ont rien vu, rien entendu, rien su. Ils ne savent rien, ces hommes. Ils n'ont rien compris de ce qui se passait. Certains, on sait même à se demander s'ils étaient à Conakry. Bon, ils étaient à Conakry, on le sait, hein. Mais ils ne savent rien. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Moi, je crois que pour chacun des accusés, en vérité, mes mots sont inutiles. Le tribunal a parfaitement compris. Et si on regarde bien, il y a un accusé qui n'est pas dans le box. C'est une accusée, l'impunité.
C'est l'impunité, Monsieur le Président, qui a causé ces faits. Le Guinéen de la rue, le porteur d'eau et le ministre, ceux qui me disaient à l'époque que l'impunité c'était le problème de la Guinée, l'impunité a causé cela. Rien n'aurait été possible dans cette affaire si ceux qui ont commis ces actes avaient l'idée qu'un jour ils devraient rendre des comptes, qu'un jour on leur dirait « Mais pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu violé? Pourquoi as-tu toé? Pourquoi as-tu donné cet ordre ?» Jamais cela ne serait arrivé sans ce sentiment qu'on est au-dessus des lois. Il faut dire que c'est facile quand on prend le pouvoir de se sentir au-dessus des lois. Peut-être que c'est même une circonstance atténuante. Dire « aucune loi ne s'applique à moi puisque précisément je viens de la mettre par terre, la loi. » On se sent au-dessus des lois, on matraque, on trucide, on viole, et alors, quelles conséquences? Moi, j'ai été marqué par les déclarations, en particulier du capitaine président Moussa Dadis Camara. 6 octobre 2009 sur France 24, les leaders sont coupables, ce sont des commanditaires, parce que c'était prémédité. Le problème, ce n'est pas les élections qui m'intéressent, c'est d'éradiquer le tissu social. Rien ne sert d'organiser des élections libres et transparentes dans ce pays s'il y a un clan qui tend à l'extrémisme, des fanatiques qui sont là avec des voiles noirs, des extrémistes purs et simples qui ont toujours secoué le régime de Lansana Conté. Leur stratégie, c'était de conduire cette marée humaine pour qu'il y ait un accrochage entre la République et les sympathisants pour que la communauté internationale puisse parler d'un problème de décès. Monsieur le Président, c'est un problème de décès? Quel cynisme dans ce mot immédiatement prononcé après ces faits. Sur Télé Sud, le 9 octobre 2009, soi-disant que c'est une marche de leaders qui avait pour mission d'aller au stade du 28 septembre pour faire une déclaration comme quoi le président Dadis ne doit pas être candidat. À partir de cet instant, tout le reste était inévitable. Si la marche avait été pacifique, ça aurait été pardonnable. Mais ils ont saccagé la police et la gendarmerie et pris les armes, donc les leaders sont responsables parce qu'ils n'ont pas su canaliser leurs hommes. Mais comment les victimes comprennent-elles cela, Monsieur le Président? Quand le capitaine président Moussa Dadis Camara dit cela à cet instant, on sait ce qui s'est passé dans les camps, on sait aujourd'hui on le sait, les tortures, on sait les viols, on sait les meurtres, on sait tout cela. Il accuse encore, 15 jours plus tard, 10 jours plus tard, il accuse encore la foule. Et puis, il y a cette interview dans le New York Times. Oui, des gens sont morts au stade, mais ce n'était pas une manifestation pacifique. Les manifestants ont détruit des postes de police et ont volé des armes. D'accord, les États-Unis vont me faire partir, mais après moi viendront les intégristes, Al-Qaïda et les narcotrafiquants. Un Africain comme moi leur manquera parce qu'il n'y en a pas d'autres comme moi. Mais il parle de lui, Monsieur le Président. Il parle de lui. Pas un mot pour les victimes. Pas un mot de compassion. Il parle de lui-même, de son avenir, de son mandat, de politique. Pas un mot pour les victimes, pas un mot pour les femmes détruites, pour les familles. Pas un mot pour les disparus. Ces gens n'existent pas. Et si vous regardez bien, et c'est ma douleur au terme de ce procès, et je m'en tiendrai là, en ce qui concerne M. Moussa Dadis Camara, et les autres aussi. Pas un mot pendant ce procès, pas un mot de compassion, pas un mot de désolation sur ce qui s'est passé, sauf peut-être, d'ailleurs, il faut bien le noter, de la part de M. Sidiki Diakité d'Itumba. C'est une exception, il faut que je le dise, par honnêteté à l'égard du tribunal. Je n'ai pas entendu le moindre mot de compassion pour ces familles. Ces familles et ces victimes dont on dit aujourd'hui qu'elles mentiraient devant votre tribunal. Ce sont des gens qui auraient un agenda, peut-être? Ce sont des gens, Monsieur le Président, messieurs, qui ont tout perdu. Tout perdu. Dignité, situation, tout perdu. Certains garderont toute leur vie les stigmates de ce qui s'est passé ce jour-là, il y a 14 ans.
tout perdu. Certains ne reverront jamais les membres de leur famille. Il y a des disparus. Il y a Madame Abbé, dont j'ai encore entendu au cours du procès qu'elle serait une menteuse. Je la connais bien, cette femme. Elle accuse le gendarme Mamadou Aliou Keïta. Oh, il n'est pas responsable de tout, hein, monsieur Keïta. Il n'est pas responsable de tout, il est responsable de ce qu'il a fait. C'est déjà bien suffisant. Bien suffisant. Mais quand cette femme est venue me voir à l'occasion d'un de mes séjours à Conakry, elle ne voulait pas parler. Elle ne voulait pas aller voir les juges. Elle est venue me voir et elle avait peur et elle avait honte. Elle était inquiète que son nom soit prononcé. Elle était inquiète que sa famille la chasse, parce que c'est aussi une réalité que je n'enseigne pas au tribunal. C'est une réalité que dans trop de pays, la honte soit sur les épaules de la femme qu'on a violée. Et elle a choisi de dépasser cette honte. Elle a choisi de dépasser cette honte, d'aller dire publiquement, devant des juges guinéens qui vivent dans la même ville qu'elle, qui connaissent ses proches peut-être, dans un monde dans lequel les gens se parlent, elle va dire sa vérité et elle va dire qu'elle a été violée par celui qu'elle a reconnu. Ça lui coûte, Monsieur le Président, de le dire. Elle souffre et ça lui coûte, ça la fait souffrir encore et encore de devoir le dire, encore et encore. Et elle sait que sa parole va être remise en cause. Et elle est remise en cause, sa parole. Donc il faut qu'elle soit confrontée. Elle sera confrontée. Et elle ira jusqu'au bout. Et elle tiendra sa version sans scier, sans jamais varier le moins du monde. Et elle serait une menteuse. Et elle serait une menteuse. C'est ça qu'on vous dit. Qu'elle aurait, je ne sais pas, un désir de vengeance, parce que le gendarme ne se serait pas marié avec celle avec laquelle elle aurait partagé sa concession. Mais c'est insensé, Monsieur le Président. C'est insensé. Il n'y a pas de rancune pareille. Ça n'existe pas. Et évidemment, moi je comprends. Je comprends l'embarras du gendarme qui a fait ce qu'on lui a dit, qui s'est enfermé lui-même dans un système de dénégation et qui ne peut pas faire autrement que de dire que ça n'est pas arrivé. Mais envers et contre tout, puisqu'en fait, c'est la réalité. Et il n'y a aucune façon autre que d'expliquer ces paroles de la victime qui ne s'est pas trompée, car il était bien au stade. Comment le savait-elle si elle ne l'a vu? Elle a été violée, Abbé. Elle a été violée par 3 hommes successifs. Oui, parce que une fois qu'elle a été violée une fois, on l'a tenue pour que 2 autres viennent la violer après l'avoir battue. C'est ça qu'elle raconte, Monsieur le Président. Elle est souillée, cette femme. Diront ceux qui vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre en vérité. Nous vous demandons, Monsieur le Président, de dire que ces femmes qui ont le courage de venir devant vous pour vous dire la vérité, pour vous dire aussi leur honte, que ces femmes soient entendues. Monsieur le Président, messieurs, cette affaire, ce n'est pas qu'une affaire de violence sexuelle ou de crimes de sang, même de torture. On dit bien sûr que c'est une affaire de crime contre l'humanité. Et c'est certainement ce qui a justifié la mise en œuvre d'une commission nationale d'enquête pour répondre à la commission internationale d'enquête qui, dans ses conclusions, et c'était anticipé, en est arrivé à dire la simplicité
qui est que cette affaire est une affaire dans laquelle nous voyons une attaque généralisée ou systématique sur une population civile en connaissance de cause. Sur l'attaque, ce que dit la Commission internationale d'enquête, c'est que les actes et violences constatés, de par leur nature, leur envergure et leurs caractéristiques, faisaient tous partie d'un ensemble de comportements qui indiquent une coordination entre les bérets rouges, les gendarmes de Tigboro et les miliciens dans la commission des 10 actes. C'est l'attaque. C'est une attaque généralisée. On voit que dans cette affaire, il y a des violences sexuelles, des disparitions forcées, qui sont des éléments essentiels de la caractérisation de ces faits et qui dénotent dans la jurisprudence internationale du caractère généralisé de l'attaque. Quant au point de la systématicité de l'attaque, les tribunaux ad hoc dans leur jurisprudence ont indiqué que cette expression systématique se réfère au caractère organisé des actes et à l'improbabilité que leur survenance ait été le fruit du hasard. Tout ce qui vous a été plaidé, tout ce qui vous sera requis, tout ce qui est dit dans cette affaire vous dit qu'aussi difficile que soit cette affaire à comprendre, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas, ça a été excellemment plaidé par mon confrère Alpha Amadou Desba, ce n'est pas un viol, ce n'est pas 10 viols, ce sont des centaines de viols dont on a connaissance, Pensez à ces femmes qui n'ont pas eu, j'allais dire le courage, mais les pauvres, ce n'est pas une affaire de courage, c'est bien plus que cela, qui n'ont pas voulu dire qu'elles ont été victimes de ces faits. Et puis il faut une population civile. Aucun des éléments de cette affaire ne dit que ceux qui étaient au stade aient été armés en y arrivant. Aucun. Il n'y a pas une seule preuve d'une telle réalité. Ça vous a été dit, ça vous sera peut-être répété. Mais il n'y a aucune autre cible dans cette affaire que des populations civiles. Et on voit une coordination entre les forces de l'ordre présentes au stade, qui est démontrée notamment par le fait que les groupes entre eux s'assistent les uns les autres. C'est très caractéristique et ça démontre cette coordination qui est essentielle à démontrer le critère de la connaissance de cause dans laquelle se trouve l'autorité au moment où sont commis ces faits. Tout acte inhumain commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile en connaissance de cette attaque est un crime contre l'humanité, Monsieur le Président. Il y a des précédents jurisprudentiels. J'en citerai un parce qu'il me paraît intéressant. C'est celui de l'arrêt rendu par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qui concerne les atrocités commises à Foča en Bosnie-Herzégovine durant la guerre des Balkans entre 1992 et 1995. 3 hommes, membres des forces serbes de Bosnie, étaient renvoyés devant le TPIY. Et dans cette affaire, les accusés ont été reconnus coupables de crimes contre l'humanité et de violence des lois de la guerre, notamment par les viols qui ont été commis de manière systématique contre des femmes musulmanes bosniaques. Dans cette affaire, il y avait une dimension religieuse. L'esclavage sexuel, Monsieur le Président, messieurs, c'est un point commun avec notre affaire. Il y a des femmes en Yougoslavie qui ont été réduites en esclavage sexuel. Cela a été considéré comme constitutif d'un crime contre l'humanité. Des femmes et des filles ont été détenues dans des conditions inhumaines et soumises à des violences sexuelles répétées. Et puis dans cette affaire, dans cette même affaire, et c'est un arrêt du 22 février 2001, Kunarak, le nom de cet arrêt, 22 février 2001, il y a aussi des faits de torture. Les victimes ont été soumises à des sévices physiques et psychologiques.
Le 22 février 2001, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a condamné les 3 accusés à des peines de prison pour leur rôle dans ces crimes, qualifiés de crimes contre l'humanité, et Kounara qui a été condamné à une peine de 28 années de réclusion criminelle. Monsieur le Président, messieurs. Avant de conclure, Monsieur le Président, honorables assesseurs, messieurs les juges, je dois le dire, depuis 19 mois, nous sommes rassemblés dans cette audience pour honorer, rendre justice et rendre leur dignité aux vies perdues, aux vies gâchées, aux survivantes et aux survivants du massacre qui s'est déroulé lors du rassemblement pacifique du 28 septembre 2009. Ce jour-là, des forces de sécurité ont ciblé brutalement des citoyens qui s'exprimaient pacifiquement, en utilisant une violence sans discernement et en s'appuyant sur des tensions qui dépassent la seule question politique. Les témoignages des survivants et les preuves recueillies par toutes les organisations ont révélé l'ampleur de la brutalité déployée. Des violences sexuelles ont été commises sur des femmes sans défense, les coups et les balles ont fauché les manifestants, les insultes les plus dures ont été proférées. Tous ces actes avaient pour but d'instiller la peur dans les esprits et de renforcer les divisions au sein d'une société qui a toujours su rester unie pour faire de la différence, Monsieur le Président, une richesse. Pourtant, en dépit de l'horreur du jour et le contexte guinéen dans lequel ces violences ont été perpétrées, il est crucial pour nous de vous dire la vérité. Sans vérité, il n'y aura pas de justice. Sans vérité, il n'y a plus de dignité rendue aux victimes. Et comme nous voulons vous la dire, cette vérité difficile, nous devons de vous implorer de ne pas réduire les viols à leur seule dimension sexuelle, à ne pas réduire les meurtres à leur seule dimension homicide, à ne pas réduire les violences à leur seul traumatisme physique enduré. Toute la Guinée est concernée quand on vise les Guinéens en raison de leur qualité. C'est pour cette raison que ces crimes ont eu un impact profond sur des familles de tous horizons, laissant derrière eux une plaie béante dans le tissu social de la nation guinéenne. Nous devons aborder cette réalité douloureuse avec une sensibilité particulière, reconnaissant que ces crimes sont spécifiques. C'est une nuance essentielle, car la division est le piège dans lequel les auteurs de ces crimes voulaient que nous tombions. Notre devoir ici, devant ce tribunal, est de montrer la force d'une justice impartiale qui tient compte de la vérité des faits pour s'assurer que ceux qui ont été opprimés soient entendus dans leur cri de justice et que leur souffrance soit reconnue. Vous disposez, Monsieur le Président, messieurs, au dossier de tous les éléments pour comprendre et tirer les conséquences de ce qui se trouve à la racine de ces atrocités, comprendre les divisions et les manipulations politiques qui ont contribué à créer un environnement propice à la violence de masse. Cette compréhension, et j'en suis convaincu, cruciale, non seulement pour rendre la justice aux victimes, mais aussi pour prévenir que de tels actes ne se reproduisent. Monsieur le Président, mes honorables assesseurs, messieurs les juges, en cette heure solennelle, alors que notre mission touche à sa fin, permettez-moi de conclure en revenant sur l'importance cruciale de ce procès. La tâche qui vous incombe, celle de rendre la justice, votre tâche est d'une lourdeur sans pareille. Vous êtes confrontés à la responsabilité immense de juger des crimes atroces qui ont marqué à jamais l'histoire de votre pays. Depuis le début de ce procès, des témoignages concordent pour constituer des preuves irréfutables contre les accusés. Vous avez entendu des témoignages poignants. Les faits survenus le 28 septembre 2009 au stade de Conakry sont d'une violence inouïe. Des vies innocentes brisées, des familles détruites, une société traumatisée. Les accusés, en leur qualité respective, ont joué des rôles déterminants dans ces événements. Leur responsabilité, tant morale que pénale, est solidement établie par les preuves présentées devant vous. Ces crimes ne sont pas de simples crimes de droit commun. Ils constituent des crimes contre l'humanité par leur nature systématique et généralisée,
par leur nature politique aussi, et par ce que sous-tendait cette violence politique dans le contexte guinéen. Les souffrances endurées par les victimes ne peuvent être pleinement réparées, mais il est impératif que justice soit rendue. La reconnaissance de ces crimes et la condamnation des coupables sont essentielles, non seulement pour les victimes, mais aussi pour notre société tout entière. Elles sont le socle sur lequel nous devons construire un avenir de justice et de paix. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, les victimes de cette tragédie attendent depuis trop longtemps que justice soit faite. Elles ont vécu avec la douleur, la peur et l'incertitude. Aujourd'hui, elles regardent ce tribunal avec l'espoir que leur souffrance soit reconnue, que leur voix soit entendue et que les coupables seront tenus responsables de leurs actes. C'est important pour nous de le dire, de le répéter, de le marteler. Cela vous a déjà été dit. Et donc je le répète, elle ne demande pas vengeance. Elle ne demande pas vengeance, elle demande justice. Une justice équitable, fondée sur la vérité et le droit. Elle demande à ce que vous leur rendiez leur dignité. Car il est possible, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que vous sachiez en humanité, tendre la main à ces familles dans le deuil, à ces hommes violentés, à ces femmes qu'on a violées au stade, que vous sachiez leur tendre la main pour leur dire qu'elles sont les victimes de quelque chose d'inadmissible qu'au nom du peuple guinéen, vous ne sauriez accepter. Leur tendre la main au nom du peuple pour dire qu'elles ont vécu une injustice et que leur dignité, Monsieur le Président, est intacte. Votre décision transcende ce procès. Elle est un message fort et clair que de tels actes ne resteront pas impunis, qu'aucune position de pouvoir ne peut protéger un individu des conséquences de ses crimes. Votre verdict sera un symbole de l'engagement de la nation guinéenne envers la justice et les droits humains. Il réaffirmera notre foi dans la capacité de ce système judiciaire et notre détermination au GDH et au FIDH à protéger les innocents contre la tyrannie et l'oppression. Je vous exhorte à rendre un verdict qui honore la vérité et la justice. Les victimes et la nation entière attendent ce moment avec un espoir immense, je l'ai dit tout à l'heure, elles retiennent leur respiration, que votre jugement soit à la hauteur de l'exigence de justice qui nous anime tous. En condamnant fermement les responsables de ces crimes, vous apporterez une lumière d'espoir et de guérison à ceux qui ont tant souffert. Maître Souadou Aribo. Allez-y. Les techniciens ne sont pas là. Aidez-la à réajuster le micro. Je disais qu'il m'est très difficile de prendre la parole après la brillante intervention de mes prédécesseurs, mais qu'à cela ne tient. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole. À l'effet de présenter ma plaidoirie dans cette affaire ministère public contre